Merci de nous avoir invités à partager avec vous nos réflexions, nos hypothèses et quelques données dans cette table ronde sur addiction et trajectoire développementale, le rôle de l'hypothalamus et l'expérience du syndrome de Prader-Willi. Donc, Juliette Salle est psychiatre et fait sa thèse dans notre unité INSERM sur l'addiction alimentaire avec comme modèle le syndrome de Prader-Willi. Donc, je vais rapidement passer sur la définition du syndrome de Prader-Willi, mais juste pour redire qu'il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement d'origine génétique lié à un défaut d'expression de certains gènes, de certains allèles d'origine paternelle dans cette région très particulière du chromosome 15, dans la région Q11-Q13. Aujourd'hui, il est admis que les troubles du développement de l'hypothalamus et les troubles du fonctionnement de l'hypothalamus expliquent l'ensemble du phénotype. Je ne reviendrai pas sur les différentes formes génétiques de la maladie. On a quand même mis en évidence depuis de nombreuses années, et nous avons participé également, au fait qu'il existe bien une région minimale critique et qu'aujourd'hui, il semble qu'un des gènes soit en amont pour la responsabilité dans le phénotype de la maladie. Il s'agit du cluster SNORD116, c'est-à-dire une répétition, 29 répétitions d'un petit ARN nucléolaire qui s'appelle le SNORD116. En effet, si l'on délète cette région chez la souris, on reproduit le phénotype Prader-Willi de la souris. Et chez l'homme, il existe aussi, et nous avons vu une patiente qui porte une très petite délétion de ce gène-là, de ce cluster, et qui a développé toute la symptomatologie et le phénotype du syndrome de Prader-Willi. L'important aujourd'hui dans la compréhension de ce trouble complexe qu'est le syndrome de Prader-Willi, c'est de le lire à la lecture d'une trajectoire développementale particulière. Et je dis ici qu'elle est sous influence endocrinienne, nutritionnelle et comportementale. Je vais revenir sur la grosse flèche en bleu ici qui montre comment il y a une trajectoire nutritionnelle chez ces patients. Il existe aussi sur la flèche du dessous une trajectoire endocrinienne avec des déficits hypothalamo-hypophysaires combinés multiples, mais aussi la possibilité et la fréquente prémature adrénarche associée ou non à une puberté précoce, le diabète comme complication de l'obésité et le dysfonctionnement du système ocytocinergique et grelinergique dont je vous parlerai. Et puis les troubles du comportement qui sont présents dès la naissance et qui vont perdurer tout au long de la vie. On va y revenir par la suite. Donc, l'hypothalamus, la mise en place est déficitaire chez les personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Chez les modèles de souris, cela a été mis en évidence également. Mais il y a aussi un dysfonctionnement de cet hypothalamus qui va expliquer à la fois les troubles endocriniens et métaboliques, je n'y reviens pas, les troubles de la régulation de l'appétit, et ça c'est plutôt la gréline et l'ocytocine qui en sont responsables, les troubles du comportement et la dysautonomie qui est assez mal étudiée mais qui est présente aujourd'hui dans ces pathologies hypothalamiques et dans le syndrome de Prader-Willi particulièrement. Je reviens ici sur les phases nutritionnelles de la maladie car elles ont leur importance dans la compréhension, on le verra tout à l'heure, dans la mise en place de l'addiction. Donc, dans ces phases nutritionnelles décrites par l'équipe de Floride en 2011, par Dan Driscoll et Jennifer Miller, ils ont décrit 7 phases qui démarrent en période anténatale avec la diminution des mouvements fœtaux et un faible poids de naissance, avec un hydramnios du dernier trimestre qui est probablement dû au défaut de succion qui existe déjà à ce moment-là. Puis la phase 1A postnatale qui amène au diagnostic puisque ces enfants sont très hypotoniques et ont un déficit de succion. Et ensuite, dans la deuxième phase postnatale, de 9 à 2 ans, il y a moins de difficultés alimentaires, même si on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, et l'enfant va grossir sur sa courbe. Ensuite, il y a la phase 2A, qui est une phase intéressante parce que lorsqu'elle a été décrite, on s'est tout de suite dit dans notre équipe, mais c'est étonnant, cette prise de poids sans augmentation des apports caloriques, comme s'il y avait une maturation anormale de certains processus de régulation de l'appétit et du métabolisme. Et puis, les phases plus classiques de la maladie, en rose ici, la phase 2B, augmentation du poids avec augmentation des calories, puis les phases classiques de la maladie. Alors pour nous, c'est une diapositive que je montre souvent, mais que peut-être certains ne connaissent pas. C'est une première phase où il y a un comportement anorexique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de téter, et un retrait social avec un déficit des interactions. Puis le tableau classique à partir de l'âge de 7-8 ans, qui est un tableau de boulimie et de troubles du comportement, et entre les deux,
un switch qui va permettre de passer de l'anorexie à la boulimie avec persistance des troubles du comportement. Alors, quand on parle de l'hyperphagie alimentaire, parce que c'est ça qui va nous amener à parler de l'addiction comme addiction alimentaire, de quoi parle-t-on? On parle d'une pensée prégnante pour la nourriture et tout ce qui s'y rapporte, d'une recherche et un stockage d'aliments qui sont permanents avec des chapardages, plus que du vol évidemment, une impulsivité alimentaire, et au moment des repas, une agitation, des comportements anormaux, le nettoyage excessif de l'assiette, la prise systématique des miettes qui sont sur la table, le récurage des pots de yaourt par exemple, la surveillance des plats des voisins, des rituels qui sont vraiment permanents au moment de la prise des repas, la consommation d'aliments pour animaux non comestibles ou impropres à consommer tels quels, comme du beurre congelé par exemple, que certaines personnes vont aller chaparder et manger, du pica, une consommation excessive de nourriture, mais aussi de boissons, avec des consommations extrêmement anormales de boissons qui peuvent aller jusqu'à la perforation digestive. Et donc, l'aide de nos collègues américains avec ces 3 mots, pas de doute, pas d'espoir, pas de déception, c'est-à-dire rassurer les personnes en leur disant qu'elles vont avoir à manger, elles sauront ce qu'elles ont à manger, mais elles n'en auront pas plus, donc ni d'espoir ni de déception. Et à côté de cette hyperphagie qui évoque réellement une addiction, il y a d'autres addictions. C'est ce qui nous a fait réfléchir davantage. Ces personnes sont davantage addictes au tabac, plus rarement l'alcool, car c'est rarement à la disposition de ces personnes en institution ou dans les familles. Elles ont aussi un comportement de recherche et de stockage d'objets, une véritable kleptomanie, une impulsivité globale, une rigidité de la pensée, avec une difficulté de détourner son attention, des colères, alors des frustrations, pas forcément alimentaires, des persévérations, des répétitions et des rituels, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la difficulté d'apprécier les quantités, ça nous questionne depuis longtemps, y compris pour le shampoing, par exemple, le savon quand il se lave, les distances aussi, les répétitions. Il y a vraiment une anomalie d'analyse de ce côté-là. Pour cette raison, nous avons discuté lors de la thèse de Juliette Salle de comment on peut relier finalement l'addiction et ce comportement très particulier dans le syndrome de Prader-Willi. Et je vais lui laisser la parole. Alors, j'ai oublié d'abord, pardon, j'ai oublié de vous présenter ce questionnaire d'hyperphagie parce que c'est en l'utilisant, même s'il a des défauts, que nous avons un peu plus conceptualisé cette addiction avec ces 3 dimensions comportementales, le drive qui décrit le besoin, une envie très forte de parler ou de consommer de la nourriture, et puis la sévérité. Donc, je laisserai, pendant que Juliette Salle va s'installer, ce questionnaire d'hyperphagie qui montre dans les questions 1, 3, 6 et 9, vraiment ce que l'on appelle le drive, c'est-à-dire ce qui caractérise réellement un comportement addictif. La dernière question, c'est l'envahissement de la vie quotidienne, ça fait partie de la description de l'addiction, et vous le verrez dans les 11 questions de ce questionnaire, tout ce qui caractérise le comportement alimentaire dans le syndrome de Prader-Willi. Maintenant, je vais laisser vraiment la place à Juliette et je reviendrai tout à l'heure pour les thérapeutiques. Bonjour, je prends la suite pour la présentation. Donc, moi, je suis psychiatre et spécialisée en addictologie. J'ai aussi travaillé sur les parcours de chirurgie bariatrique, donc sur cette idée du comportement alimentaire comme addiction. Donc, effectivement, comme le disait le professeur Taubert, on a sur le plan de l'observation noté des similitudes en fait entre le comportement alimentaire dans le syndrome de Prader-Willi et ce qu'on pouvait observer en termes de comportement dans l'addiction. Donc les critères du questionnaire de Dykens qui peuvent recouper largement en fait les critères d'addiction du DSM-5 avec une obsession pour la nourriture, une tendance à consommer plus et à ne pas arriver à s'arrêter, et puis l'impact sur la vie relationnelle, personnelle, l'entourage, et effectivement la mise en danger sur le plan physique mais aussi sur le plan psychique. Donc, toutes ces observations nous ont conduit à faire le parallèle avec ce qu'on connaît de l'addiction. Alors, l'addiction, elle est surtout étudiée sur les addictions avec produits, parce que c'est le domaine dans lequel on a le plus de données. L'addiction alimentaire, elle est encore décriée dans la littérature, mais on a quand même des pistes, y compris neurobiologiques, assez fortes qui montrent des similitudes dans le fonctionnement, y compris du système de la récompense, et qui font penser qu'il y a vraiment un rationnel scientifique pour parler de food addiction ou d'addiction à la nourriture. Ce qu'on sait de l'addiction, c'est une maladie
du circuit de la récompense. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on sait depuis de nombreuses années, mais on tend quand même à connaître de plus en plus le fonctionnement de cette maladie. Ce qui est intéressant, c'est que on peut repérer que tous les individus exposés à une substance addictogène ne vont pas développer une addiction, et c'est probablement ça qui est intéressant, de pouvoir repérer des facteurs de risque en fait, d'addiction. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a des facteurs de risque très précoces, donc on parle de trajectoire neurodéveloppementale dans le syndrome de Prader-Willi, et effectivement, on peut évoquer quelque chose de similaire dans l'addiction, puisque dès un âge de 2-3 ans, on va pouvoir identifier en fait, des facteurs de risque de développer une addiction bien plus tard, sur ce qu'on appelle la maturation du système de l'attachement. Donc, le système de l'attachement, c'est un système qui n'est pas propre à l'être humain, qui est aussi commun aux animaux, qui en fait est un système qui est mis en place quand le nouveau-né n'est pas autonome. Il va pouvoir repérer une figure d'attachement qui va l'aider à évoluer dans son environnement et acquérir une maturité émotionnelle, pouvoir décoder les processus sociaux et petit à petit pouvoir expérimenter son environnement. Et c'est aussi la base de l'apprentissage qui va se faire secondairement. On sait qu'il peut y avoir des altérations de ce système de l'attachement, alors principalement par négligence pendant l'enfance, ou s'il y a des abus pendant l'enfance, et que les défauts de ce système de l'attachement vont entraîner des dysfonctionnements à la fois du système de la récompense sur les voies dopaminergiques, mais également du système de l'ocytocine sur la filiation, avec une tendance à l'isolement social et des perturbations au niveau émotionnel, mais aussi au niveau du stress, avec une sensibilité accrue à l'anxiété et des capacités de résilience qui vont être moins bonnes que dans une population qui aura un attachement plus sécure, c'est-à-dire un attachement opérationnel. Et donc, ces dysfonctionnements-là, en fait, vont être à l'origine d'une vulnérabilité sur l'addiction, et donc la rencontre avec un produit addictogène va être plus à même d'engendrer un problème d'addiction chez ces personnes-là. Alors, pourquoi on est intéressé par ce modèle dans le syndrome de Prader-Willi? C'est que, effectivement, donc, le syndrome de Prader-Willi au niveau psychiatrique, on a pu décrire plusieurs maladies associées, notamment le trouble du spectre de l'autisme, des troubles psychotiques, un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Donc, c'est vrai que ça fait un peu catalogue de maladies psychiatriques, mais l'idée, c'est vraiment, l'idée de cette présentation, c'est plus d'avoir une approche de trajectoire neurodéveloppementale, et on voit qu'effectivement, il y a des altérations de dimensions en fait, de développement de systèmes qui vont permettre l'interaction avec l'environnement. Donc, les nouvelles classifications en psychiatrie permettent des approches plus dimensionnelles, c'est-à-dire de ne pas catégoriser par pathologie, mais d'avoir une vision en fait, de quels sont les systèmes qui vont permettre d'interagir avec l'environnement. Et donc, si on prend des classifications dimensionnelles, on va pouvoir repérer qu'on a une altération en fait, de la valence positive, c'est-à-dire de la récompense fait, qui va nous amener à reproduire un comportement dans le syndrome de Prader-Willi. On va avoir effectivement du coup une tendance à pouvoir reproduire le comportement d'hyperphagie ou d'addiction alimentaire. On a aussi des modifications sur les valences négatives, avec une augmentation de l'anxiété qui va pouvoir amener à vouloir compenser avec des mécanismes addictifs. Et on a, ce qui est très intéressant, dès le plus jeune âge, une altération des processus sociaux, avec un défaut de reconnaissance des émotions et difficultés d'interactions sociales, dont on a vu sur le système de l'attachement que c'était un facteur de risque important de développer des addictions. Donc, partant de là, on s'est effectivement posé la question de pistes physiopathologiques entre le syndrome de Prader-Willi et plus précisément le SNORD 116 dont le professeur Taubert vous a parlé, qui est cette mutation minimale, et les conduites addictives. Donc, si on reprend, on a effectivement dans les deux pathologies ce défaut d'attachement. Donc, effectivement, dans l'addiction, le modèle, c'est un défaut de la figure d'attachement, mais ça pourrait être aussi des facteurs internes qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas étudiés, génétiques chez certains individus qui auraient des vulnérabilités. Et dans le syndrome de Prader-Willi, c'est plus ce défaut en fait, de relation précoce qui est lié à l'hypotonie, au défaut de fixation du regard, aux problèmes de succion, qui font que les relations d'attachement sont très perturbées aussi dans les premiers temps de la vie.
Dans les deux maladies, on a effectivement cette prise de risque, hein, donc, comme le disait le professeur Taubert, pour récupérer de la nourriture avec une haute impulsivité, un craving, donc ce qui rejoint le drive du questionnaire de Dykens. Hein, le craving dans l'addiction, c'est vraiment cette envie impérieuse de consommer au moment, et à ce moment-là, rien ne peut arrêter l'individu. Donc, on va avoir pour les patients avec un syndrome de Prader-Willi, des fois, la famille qui va expliquer qu'ils sont obligés de cadenasser les frigos, etc., pour essayer de lutter contre ces envies qui sont très puissantes. Les systèmes de compulsion dans les deux maladies qui vont amener à la répétition des prises et effectivement à des obsessions pour le produit. Donc, comme disait le professeur Taubert, avec de manger jusqu'à la dernière miette, d'être obsédé par la nourriture du voisin, même si effectivement on a déjà fini son repas. Et dans ces deux maladies, on a des altérations plus larges des systèmes circadiens et métaboliques. Alors, dans l'addiction, on a effectivement des modifications du sommeil et des modifications métaboliques qui sont liées à la prise de produits, mais on a aussi montré que des individus qui avaient préalablement des problèmes de sommeil ou des difficultés au niveau de l'alimentation et des rythmes étaient plus à risque de développer des addictions. Donc, il y a une intrication très forte aussi sur ces systèmes-là. Et ce qui est intéressant dans le syndrome de Prader-Willi, c'est qu'on peut remonter sur des systèmes, on peut remonter à des gènes et effectivement des processus neurobiologiques assez précis qui ont été décrits dans la littérature pour mieux comprendre aussi quelles pourraient être les vulnérabilités propres à l'individu, c'est-à-dire au-delà de ces problématiques d'attachement dont on voit qu'elles sont pas non plus communes à tout le monde. Certains individus qui ont plus ou moins de négligence vont avoir, comme on dit, une capacité de résilience ou pas. Et donc, il y a peut-être d'autres facteurs qu'on n'étudie pas qui vont pouvoir influer sur le développement d'une addiction, sachant que dans le syndrome de Prader-Willi, on a vraiment ces facteurs génétiques qui sont très fortement liés au développement des comportements addictifs. Et donc, une des pistes, en fait, c'est aussi dans le syndrome de Prader-Willi, ce qui a été montré sur la maturation de ces neuropeptides hypothalamiques dont le professeur Taubert va vous parler, qui sont autant de pistes thérapeutiques pour cette addiction alimentaire dans le syndrome de Prader-Willi. Pour terminer rapidement, donc la physiopathologie et les perspectives thérapeutiques, ce sont deux molécules qui sont aussi d'ailleurs impliquées très fortement dans l'addiction, donc la ghreline et l'ocytocine. Comme le temps a passé vite, il faut savoir qu'il y a une hypergholinémie constante au cours de la vie dans ce syndrome, dès la naissance, que les approches thérapeutiques sont différentes en fonction du stade de développement et qu'on va pouvoir soit supplémenter en ghreline désacylée lors des périodes d'hyperphagie parce qu'il y a un déficit relatif, soit inhiber la ghreline acylée lorsqu'elle est produite en excès, toujours dans ces phases d'hyperphagie, soit inhiber l'acylation. Ça n'a pas l'air de fonctionner parce qu'il y a une étude qui a été arrêtée en utilisant l'anti-enzyme d'acylation qui est le GOAT, soit augmenter au contraire la désacylation. Donc il y a toutes ces voies qui sont ouvertes aujourd'hui pour être utilisées dans le syndrome de Prader-Willi. Et puis l'ocytocine dont j'ai parlé souvent, on sait aujourd'hui expliquer pourquoi il y a un défaut du système ocytocinergique dans le syndrome de Prader-Willi au niveau cérébral. C'est à la fois le gène MAGET2, mais aussi le gène SNORD116 qui entraîne un défaut de maturation de l'ocytocine par inhibition de la proconvertase 1. Et donc là aussi, les approches thérapeutiques elles vont être différentes en période néonatale et au cours de la maladie avec des objectifs qui vont être différents. Je voudrais conclure, pour être dans le temps, que le Prader-Willi est un modèle pour comprendre les obésités sévères qui sont, après des discussions très enrichissantes, des modèles en fait d'addiction alimentaire, que c'est la description fine de ce comportement qui a permis de mieux décrire l'hyperphagie, que l'addiction est une grille de lecture utile, tant sur le plan physiopathologique et thérapeutique. Ça nous conforte dans l'idée que ces deux voies thérapeutiques sont possibles dans ce syndrome, que l'hypothalamus est la cause de tous les symptômes observés et que les perspectives thérapeutiques sont multiples, avec des avancées qui bénéficieraient non seulement aux personnes atteintes de cette maladie rare, mais également aux obésités sévères et peut-être à certaines addictions.